Ici, CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgrou. Alors, merci d'être à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Toujours avec moi, Louise Petitgrou. Louise, bonjour. Bonjour Samuel, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Alors, tu passais un beau 2 semaines depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Oui. On cherche un peu la nouvelle, là. On est encore beaucoup dans la COVID, mais les choses commencent à bouger un peu partout. Oui, COVID, vaccin. Le départ de Trump, là, il y a un peu de nouveauté quand même. Effectivement, ça bouge. Oui. Donc, aujourd'hui, on a une émission vraiment intéressante. On garde toujours la même formule. On va avoir avec nous 2 représentantes du Réseau pour une alimentation durable, réseau avec lequel on a collaboré pour le dernier dossier du magazine Quoi de neuf de l'hiver dernier. On va parler notamment de sécurité et de souveraineté alimentaire avec eux. Et par la suite, on a Laurier Caron, conseiller à l'AREC, qui va nous parler justement des changements qu'il y a eu à la présidence des États-Unis et des impacts que ça devrait avoir sur l'environnement. Puis, on va parler aussi de la Fondation Émergence, d'activités qui sont tenues dans les régions actuellement, toujours de manière virtuelle, bien sûr. Mais avant de commencer, on va parler de quelques actualités qui nous ont marquées. Louise, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué récemment? Oui, justement, dans le suivi de l'annonce de la nouvelle approche américaine en environnement, je voulais rappeler que les changements climatiques sont un enjeu très sérieux, qui a beaucoup de conséquences. C'est pas une lubie là, de quelques écolos et tout ça. C'est vraiment un enjeu majeur pour l'avenir de l'humanité. Et justement, dans le devoir du 19 janvier, on traitait de l'immigration climatique. On a rappelé que les dégradations de l'environnement et les changements climatiques ne sont pas étrangers au mouvement de population. Ici même, une partie de la population du Nord descend vers le Sud sous l'effet de ces changements-là. Donc, l'élévation du niveau de la mer, la désertification croissante, les tsunamis, les tremblements de terre et tout ce qui affecte d'une façon générale l'agriculture, ça a un impact, puis ça favorise les déplacements. Et les réfugiés climatiques, nous rappelons dans l'article, qui arrivent d'autres pays, ne peuvent pas réclamer le statut de réfugié qui est réservé aux gens persécutés, selon la définition qu'en fait la Convention relative au statut de réfugié. Donc, pour ces migrants du climat, il n'y a pas de protection conventionnée de leurs droits quand ils font face à des injustices, qui est quand même un grand problème. Et de leur côté, les États aussi doivent gérer l'arrivée des grands groupes, ce qui entraîne des pressions sur les infrastructures, une urbanisation croissante et le reste. Donc, tout ça pour dire que les pays devront s'adapter dans les prochaines années, se concerter, développer une réponse coordonnée et solidaire. Et on peut dire que, en ce sens, le retour des États-Unis dans les instances mondiales de coordination, représente quand même une forme d'espoir en ce sens. Je t'annonce en primeur, d'ailleurs, Louise, qu'on va avoir l'auteur de ce texte dans notre prochaine émission qui va faire un topo là-dessus, puis qui va nous en dire davantage. C'est Vanessa Cournoyer-Cyr, qui est une personne que je respecte énormément, avec qui j'ai fait mon bac en politique appliquée. Je l'ai invitée et elle a dit oui. Donc, je vais voir avec elle justement qu'est-ce qu'elle pense des impacts de la nouvelle présidence des États-Unis là-dessus. Puis, ça aurait été une petite introduction à cette belle rencontre qu'on aura. Très hâte. Oui, puis pour ma part, une sortie qui est toute récente, donc lundi, hier, on a fait une sortie, l'AREC a fait une sortie vraiment forte pour partir en guerre contre les hausses de loyers abusives en résidence privée pour aînés. Donc, on avait appris récemment qu'un réseau important de résidences pour aînés avait décidé, de manière objective, d'augmenter les loyers de 20% à ces résidents. Donc, c'est une hausse qui était injustifiée complètement. Puis, ils n'en sont pas trop cachés non plus. Alors que les résidents, vraiment... reculer, par exemple.
qui ont dû reculer, effectivement, parce que justement, il y avait une pression très forte dans les médias. Il y a des associations, dont l'AREC qui a dénoncé. Par contre, ça, c'était un réseau qui était sorti et des hausses abusives, on en a vu passer à chaque année. Et dans le temps de la pandémie, ben, plusieurs résidences disent, comme ce réseau-là l'avait dit, qui ont des dépenses qu'ils n'avaient pas prévues. Puis c'est pour ça qu'ils augmentent les loyers. Mais en même temps, il y a eu de l'aide financière du côté du gouvernement pour plusieurs aspects. Donc, à l'AREC, on veut s'assurer que le gouvernement reste vigilant par rapport à ça, que de l'argent qui a été amené du gouvernement pour aider les résidences ne soit pas refilé là, finalement sous forme de hausse pour garnir les poches des actionnaires des grands conglomérats de résidences privées pour aînés. Alors, l'AREC a fait une sortie justement pour demander au gouvernement du Québec d'appliquer certaines mesures, des mesures qui ont été qui sont sorties publiquement par la professeure Grégoire, professeure de droit, justement, qui est aussi chercheuse et associée à la chaire Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Elle a donné plusieurs solutions vraiment intéressantes que l'AREC a décidé de porter pour régler cette problématique-là de hausse abusive dans les baux des résidences pour aînés. Premièrement, on pourrait avoir un prix plafond, un minimum, un système de contrôle d'indexation des coûts. Ce serait déjà une bonne chose. Il y aurait une autre chose aussi, c'est surtout d'adapter la régie du logement à la réalité des résidences privées pour aînés. Parce que si une personne aînée en résidence a un problème avec son bail et veut défendre ses droits, il doit se présenter individuellement à la régie. C'est la régie du logement qui réglemente les baux en résidence privée pour aînés aussi, sans distinction. Là. C'est comme un condo ou un logement, donc il n'y a pas de particularité. Donc, de l'adapter, premièrement, pour qu'une décision qui serait rendue par rapport au bail d'une personne qui concerne la majorité des résidents de l'immeuble, comme l'annulation d'une clause illégale, par exemple, ben, que ça s'applique à tous les résidents qui ont cette même clause-là. Parce qu'actuellement, c'est chaque résident qui doit obtenir qu'il y ait une cause individuellement. Donc, ça devient très compliqué de faire de la défense collective des personnes, des résidents, étant donné le fonctionnement de l'appareil. Là. Donc, il faudrait changer ça. Puis aussi avoir une section qui est consacrée uniquement et spécifiquement aux problèmes des résidences pour aînés, avec une expertise des services offerts à la personne aussi. Parce que les résidences privées n'ont pas la même vocation qu'un immeuble à condo. C'est un lieu d'hébergement pour personnes aînées. Donc, certaines résidences offrent des services à la personne, des services de soins, des services d'alimentation, etc. Bref, arrêter un peu le Far West à la régie du logement des résidences privées pour aînés, ça serait déjà une très bonne mesure. Le fait d'appliquer éventuellement des règlements aussi aux résidences qui ont moins de 5 ans d'âge, là, comme parce que cette hausse du 20 ça concernait une résidence qui avait moins de 5 ans de construction. Et le tribunal administratif du logement ne pouvait pas intervenir. Non, exactement, parce que justement, comme tu disais, ça ne les touche pas quand ça fait juste 5 ans d'existence. Donc, c'est là qu'ils peuvent hausser comme ils veulent, finalement. Après ça, effectivement, il y a certaines mesures, mais certaines résidences peuvent réussir à contourner des hausses par des offres de services, par exemple. C'est là où, des fois, il y a des clauses de baux qui peuvent être jugées illégales. Et ça, tout résident est dans ses droits de contester une hausse. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui est au courant des droits. Ce n'est pas tout le monde qui peut aussi aller se défendre là, à la régie du logement. C'est pourquoi l'AREC va aussi dans le fond, propose une vidéoconférence de Novum. Novum, partenaire de l'AREC qu'on a annoncé dernièrement pour du conseil juridique, une consultation juridique gratuite et illimitée. Ils vont faire une visioconférence. Donc, les membres de l'AREC peuvent aller s'inscrire. C'est le 12 février prochain à 10 h. Donc, les gens peuvent aller sur le site de l'AREC et aller s'inscrire directement pour assister à cette conférence-là. Dans le fond, c'est pour permettre les outiller nos membres qui sont soit résidents dans une RPA, ou soit proches de personnes qui connaissent, qui sont en RPA, pour vraiment les outiller à mieux défendre leurs droits par rapport aux problématiques de résidence privée pour aînés. Donc, ça, c'est ce qu'on offre concrètement. On a aussi mis en ligne un registre des hausses abusives. Donc, pour bien connaître l'état de la situation, on demande vraiment à l'AREC, mais à la population, d'aller remplir ce formulaire-là. C'est un formulaire très simple toutes les données personnelles sont bien sûr gérées de manière confidentielle, mais c'est pour permettre de dire
j'habite dans telle résidence, le nom de la résidence, l'adresse courriel, bien sûr, pour qu'on puisse les recontacter, et une description de la hausse abusive, tout simplement. Ils peuvent aussi mettre en pièce jointe une photo d'un avis de renouvellement ou d'un bail. Donc, nous, c'est pour nous permettre de collecter l'information pour qu'on puisse mieux défendre vraiment collectivement les droits des personnes en résidence. Donc, aussi sur notre site Internet, vous avez le lien. Sur notre page Facebook et sur notre site, on a fait un communiqué à cet effet-là. Donc, j'invite les gens à aller consulter. J'espère que ça va avoir des impacts aussi, puis que ça va peut-être juste empêcher les résidences de faire ces hausses-là qu'ils avaient prévues, parce que le renouvellement de bail arrive très bientôt. Là, les avis de renouvellement sont lancés. Là. Donc, peut-être au moins les limiter dans cette action-là. Et je crois que tu avais eu une autre actualité ou quelque chose qui t'avait noté cette semaine. Oui, j'ai décidé de faire une chronique sur le sport. C'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Alors, le grand sportif en moi est tout à l'écoute. Oui, c'est ça. Sportif de vidéo, toi. Oui, c'est ça, oui. C'est parce que je ne sais pas si tu as vu passer cette nouvelle disant que la popularité actuelle des sports de glisse, le nombre d'accidents a doublé cette année. On parle de fractures de toutes sortes, les jambes, les bras, les chevilles, même le crâne. Ben moi, je vais vous parler d'un sport qui est largement pratiqué, entre autres par les aînés, et qui est à peu de risque, et c'est la marche. C'est un sport très populaire en ces temps de confinement. On a juste à aller se promener sur les plaines l'après-midi. Il y a tellement de monde qui marche, là. C'est incroyable, la fin de semaine aussi. Et la marche, c'est tout simple. C'est un sport qui est largement pratiqué, entre autres par les aînés, comme je le disais tout à l'heure. Puis, on n'a pas besoin d'un équipement spécial, pas besoin de planifier, pas besoin de payer. On met nos bottes, on appelle ou pas une connaissance pour nous accompagner, on ouvre la porte, puis hop, c'est parti, on y va pour la marche. C'est un sport de peu de risque, mais il faut quand même être bien chaussé, en particulier l'hiver, parce que, évidemment, il ne faut pas glisser, là, il faut être prudent. Mais on n'y pense pas tellement, mais il y a toutes sortes de marches et c'est souvent le rôle des philosophes de nous faire réfléchir aux petites choses de la vie sur lesquelles on ne s'attarde pas nécessairement. Et c'est le cas d'un philosophe français qui s'appelle Frédéric Gros. Je ne sais pas si tu connais, non, Samuel. Je ne connais pas. Il a rassemblé dans un petit livre des textes de philosophes, de poètes, d'écrivains qui se posent des questions sur la marche. À quoi sert la marche? Pourquoi marche-t-on? Quel est notre rapport au temps et à l'espace quand on pratique cette activité-là? Alors, il a réuni 38 auteurs qui les ont retenus pour leurs écrits sur la marche. Et plusieurs sont connus. Il y a Balzac, Flaubert, Marcel Proust, Rimbaud. Et il y a malheureusement très peu de femmes. Il n'y en a que 2, 3. Et elles sont, je dirais, absolument pas connues. Là. Rebecca Solnit, Édith de la Héronnière. En tout cas, moi, je les connaissais pas. Alors, ce sont des textes qui sont courts, ils sont divisés en thèmes, promenade, flânerie, expédition. Puis, il a réservé aussi une place aux réflexions de 3 philosophes marcheurs, Jean-Jacques Rousseau, Nietzsche et Henry David Thoreau. Et quand on y pense bien, là, il y a toutes sortes de marches. Il y a la promenade, habituelle. Il y a la flânerie dans les villes, par exemple, pour regarder les vitrines. Il y a la marche militaire. Il y a la marche, oui. Il y a la marche sportive qui est rapide. Il y a la marche d'hygiène qu'on fait pour digérer ou pour se préparer au sommeil. La marche pour se détendre, pour résoudre un problème, pour réfléchir. Et rappelons que Socrate enseignait en marchant aussi. Ah. Oui. Et il y a aussi toutes sortes de lieux où pratiquer la marche. Il y a les parcs, les forêts, le bord du fleuve. On dit qu'il y a des villes pour flâner. New York, Paris. Puis moi, j'ajouterais peut-être le Vieux-Québec aussi. C'est un endroit où il se fait bon marché. Et il y a même les centres d'achat que des gens arpentent dans le mauvais temps ou par les grands froids. Parce que ça aussi, ça existe. Il y a des expéditions qui demandent du courage. Il y a des grandes randonnées avec des sacs à dos, bâtons de marche. Il y a des pèlerinages comme les chemins de Compostelle où on cherche une transformation intérieure au prix de beaucoup de maux physiques, paraît-il d'ailleurs, notamment pour les pieds. Là. Donc, la marche est propice à la réflexion et parfois aussi à l'échange. Et marcher permet de se remplir de la beauté des yeux, des lieux. La marche peut être inspirante et être l'occasion de méditer. Et au Québec, on a aussi des auteurs qui ont écrit inspirés par leur marche. Le plus connu, c'est probablement Félix Leclerc avec Le Calepin d'un flâneur qu'il a publié en 1961. Que, d'ailleurs, je m'étais fait offrir quand j'ai pris ma retraite, moi, un petit livre. Bonne idée. Ben oui. Penser, ouais. Puis en Europe, probablement que le plus célèbre, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a écrit les rêveries du promeneur solitaire en 1776.
Et en terminant, j'ai entendu le champion de ski Jean-Luc Brassard affirmer que l'usage des bâtons de marche améliore de 30% les effets bénéfiques de ce sport. Ah oui. Alors, ben, bonne marche, avec ou sans bâton, mais bonne marche. Mais moi, je pratique surtout une marche utilitariste. Donc, c'est important pour moi d'avoir un but. Donc, pour aller faire l'épicerie, pour aller marcher mon chien. Bon. Il va falloir que je fasse un test d'Asperger un jour. Il doit y avoir quelque chose. Donc, ben, merci, Louise. Colin, ça donne le goût d'aller marcher. En plus, il fait beau aujourd'hui. Donc, bon, ben, super. Fait qu'on passe à une courte pause et ensuite, on revient avec une entrevue avec les représentants du Réseau pour une alimentation durable. Merci beaucoup. Vous écoutez L'heure juste à CKIA FM 88.3, la radio urbaine. On est de retour à l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM et on a avec nous deux invités spéciales. Nous avons Gisèle Yasmine, directrice générale du Réseau pour une alimentation durable et nous avons aussi Nancy Nimtam, conseillère stratégique chez TIES, mais qui est surtout connue pour être une des fondatrices du chantier de l'économie sociale et directrice exécutive de cette organisation-là de 1996 à 2015, si je ne m'abuse. Et elle est membre du conseil d'administration du Réseau pour une alimentation durable. Donc, elle connaît la partie plus québécoise du réseau. Donc, mesdames, bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Bonjour. Donc, pour mettre les auditeurs en contexte, on avait fait affaire avec une collaboration avec le Réseau pour une alimentation durable pour le dossier, dans le fond, du magazine Quoi de neuf de cet hiver, un dossier qui a été très apprécié, qui parle de souveraineté alimentaire et on voulait approfondir un peu le sujet avec vous, voir c'est quoi la souveraineté alimentaire, mais aussi parler de votre organisation. Donc, premièrement, je vous demanderais, qu'est-ce que ça fait le Réseau pour une alimentation durable? Bien, le Réseau pour une alimentation durable a été fondé en 2006 et aussi c'est basé sur des mouvements populaires en alimentation qui datent bien avant notre incorporation comme OSBL. Et c'est vraiment un réseau pour faire avancer des questions de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. Et notre mission, c'est de vraiment bâtir ce mouvement-là, mais on fait ça de 3 différentes façons. On partage des informations, on rassemble des gens et aussi on fait du plaidoyer politique, surtout au niveau du gouvernement fédéral, du gouvernement du Canada. Puis, juste pour peut-être distinguer sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Ça, c'est tout un débat intéressant. Le concept de sécurité alimentaire a été ancré vers la fin des années 90 par plusieurs organismes des Nations Unies, la FAO par exemple, l'organisme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour avancer l'idée que les gens ont le droit d'avoir ou devraient avoir accès à une alimentation saine en tout temps, selon aussi leurs besoins culturels et tout ça. Mais le concept de souveraineté alimentaire a été avancé un petit peu en même temps par un mouvement populaire de paysans qui s'appelle la Via Campesina, si vous parlez un peu d'espagnol. Et c'est vraiment pour revendiquer les droits. C'est un mouvement très, très ancré dans les mouvements populaires et c'est la notion du contrôle un peu c'est qui contrôle notre système alimentaire et les gens ont le droit de définir et de contrôler leur propre système alimentaire. Et c'est l'idée, il y a plusieurs principes qu'on a mentionnés dans l'article. Là-dessus, c'est de mettre l'accent sur les besoins alimentaires des peuples. OK? Donc, c'est pour les gens, l'alimentation, de vraiment parfaire des connaissances, des compétences, travailler en harmonie avec la nature, valoriser les fournisseurs d'aliments qui sont la plupart du temps des petits producteurs et aussi transformation des aliments quand on regarde au niveau mondial et aussi d'essayer de localiser ou d'avoir plus de contrôle au niveau local et implanter le contrôle à ce niveau-là. Et quelque chose que le Canada a rajouté à cette discussion-là
quand on a fait des concertations en 2010 partout au pays, 3000 personnes qui ont participé. Et on a nos frères et sœurs autochtones à remercier pour ce concept-là, c'est que l'alimentation, c'est sacré. C'est quelque chose de sacré. On ne devrait pas gaspiller, on devrait respecter tout ce qui est par rapport à l'alimentation parce qu'il n'y a pas de vie sans l'alimentation. Ce qui m'intéresse dans le dossier de la souveraineté alimentaire, qui est un concept qui commence à devenir populaire, on commence à l'entendre à la télé, ça commence à faire des petits. Au Québec, c'est quoi le défi de la souveraineté alimentaire? Quand on a des fraises du Mexique, puis qu'on a des fraises du Québec, puis que là, les fraises du Mexique ont l'air moins chères, puis c'est pas très bien affiché, là. Est-ce que c'est réaliste au Québec d'aller vers une souveraineté alimentaire? Et si oui, quelles seraient des pistes pour y parvenir? Je sais que le Québec a eu plusieurs tentatives en souveraineté alimentaire. Je vais laisser Mme Nimtan en discuter, mais je sais qu'il y a eu des débats. Puis dernièrement, il y a eu des pas en avant aussi. Mais effectivement, la crise, la COVID a fait ressortir, je pense, beaucoup de choses qui, pour les gens qui sont dans le mouvement alimentaire, étaient évidents, mais qui sont devenus des enjeux. Bon, le premier, puis avant d'arriver à la souveraineté, c'est carrément la sécurité alimentaire, quand on a entendu François Legault, mais aussi même Justin Trudeau, s'étonner du fait qu'il y avait du monde qui avait faim et que ça ne se pouvait pas au Québec ou au Canada, qu'il y ait des gens aient faim, tandis qu'on le sait depuis très longtemps, et bon, les professeurs dans les écoles le voient, etc., que ça existait. Et donc, de dire que comme société, c'est inacceptable. Donc, déjà, je pense qu'on a progressé. La notion de souveraineté alimentaire aussi est portée, notamment, entre autres, par les producteurs, etc., mais quelque chose qui était regardé un petit peu. Maintenant, on parle d'autonomie alimentaire qui est peut-être plus réaliste. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que la façon que nos systèmes alimentaires sont organisés maintenant, puis Gisèle pourrait en parler plus longuement, on est beaucoup orienté vers l'exportation au Québec, on se vante d'exporter beaucoup de porc, etc. Et la pandémie, à cause de toutes les limites sur le commerce, etc., a permis de regarder de nouveau cette question-là. Mais les gens n'ont pas attendu la pandémie pour commencer à faire ça. Il y a de plus en plus qu'on voit dans les communautés autant des petits milieux ruraux qui se donnent toutes sortes d'outils pour dire on va créer notre propre système alimentaire où on va faire un circuit court, on va faire plus d'économie circulaire, on va réutiliser, on va mutualiser les équipements, on va faire la transformation localement et pas faire venir des choses de partout sur la planète. Tous ces enjeux-là qui sont liés autant à nourrir notre monde, à les nourrir sainement, promouvoir la santé et protéger l'environnement. Il y a des initiatives un peu partout au Québec, autant au niveau, comme je dis, local, d'un petit milieu, on a plein d'exemples, que la région, par exemple, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il y a une initiative qui s'appelle Boré, qui implique toutes sortes d'acteurs, les universités, la table agroalimentaire, pour dire comment, dans notre région, on peut développer cette autonomie alimentaire et qui inclut nourrir tout le monde, jusqu'à Montréal, où il y a la métropole qui a pris une initiative de développer un système alimentaire montréalais à plus grande échelle, qui implique toutes sortes de choses. Donc, je pense que c'est un concept, comme dit Gisèle, qui avance et on commence à entendre écho dans les politiques publiques. Notamment, par exemple, cette question d'acheter localement. Bon, une fois qu'on l'a dit, c'est pas fait, mais etc. Que les institutions, par exemple, puissent acheter davantage, les hôpitaux, etc., des producteurs locaux. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus un discours qui va dans ce sens-là, mais il faut reconnaître que sur le terrain, ça fait un bon bout de temps que les gens ils l'ont compris puis ils sont en train de s'organiser. Est-ce que vous avez entendu parler de l'enjeu autour des Sœurs de la Charité à Québec qui ont des très grandes terres agricoles situées en plein centre-ville de Québec? Des terres qui ont été d'abord vendues par les sœurs à des promoteurs qui voulaient faire des condos et qu'elles ont rachetées pour en faire un projet plus communautaire. Et là, il y a tout un mouvement autour des Amis de la Terre, Michel Houle, qui est un citoyen engagé là-dedans aussi, pour transformer ces terres en coopératives alimentaires avec des serres qui produiraient et tout ça. C'est un très, très beau projet. Et les sœurs vont commencer une consultation là-dessus. Elles vont, entre autres, consulter les citoyens et tout ça. Et là, il y a
ça pourrait être un projet, vraiment un projet phare, si c'est appuyé par les gouvernements. Effectivement, mais ça, c'est un autre, mais c'est une indication de cette effervescence et cette reconnaissance. L'agriculture urbaine, effectivement, les toits verts, il y a tellement d'initiatives qui vont dans le sens-là. Il y a une accélération. On peut dire qu'il y a une accélération et qui lie, entre autres, je pense, aux enjeux que la pandémie nous ont placés en plein, en face de tout le monde. Alors, effectivement, je pense que c'est un autre exemple de tout ce qui est en train d'émerger présentement. Est-ce qu'il y a des exemples dans le reste du monde qu'on pourrait comparer, qu'on pourrait avoir, qui ont été faits pour assurer une meilleure sécurité alimentaire ou une souveraineté alimentaire qui pourrait être exportée ici, importée ici? Oui, absolument. Je veux dire, c'est comme Mme Nimtan a dit, c'est un mouvement international. Et aussi au Canada, en général, il y a eu ce mouvement de développer des conseils politiques de citoyens en politique alimentaire. En fait, Toronto était la première au monde. C'est très connu, le Toronto Food Policy Council. Donc ça a été un moment qui a déclenché quelque chose partout dans le monde, c'est connu. Et il y a maintenant des conseils politiques un peu partout. Il y a le Conseil SAM à Montréal, par exemple, qui est aussi une collaboration citoyenne, mais avec les autorités publiques. Il y a ici à Vancouver aussi, il y a le Conseil politique alimentaire. Donc ça, ces initiatives-là, un peu de gouvernance, sont là pour tisser ensemble ce qui se passe partout, mais avec les décideurs, avec nos élus. Et donc ça a aidé vraiment la cause. Puis on est sur le point aussi de lancer un conseil politique au niveau du Canada. Donc Marie-Claude Bibeau est la ministre de l'Agriculture et l'agroalimentaire, est tenue de nommer un conseil assez rapidement. Et puis ça, c'est une initiative qui touche plusieurs ministères du gouvernement fédéral, pas juste le ministère d'agroalimentaire, mais santé, développement social, économique, ainsi de suite. Et dans la dernière lettre de mandat qui a été mise à jour le 15 janvier de Mme Bibeau et d'autres ministres, on parle justement de ce que Mme Nimtan a mentionné, l'idée de renforcer des circuits courts, des chaînes alimentaires raccourcies, de revitaliser les communautés, de parler de sécurité alimentaire. Donc, c'est comme vraiment un point tournant où les décideurs commencent à voir le grand portrait. Puis c'est clair que si on a des comparaisons internationales, malheureusement, le Canada, il est encore en arrière de tous les pays de l'OCDE en ce qui concerne l'alimentation scolaire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait, entre autres au Québec, parce que ce soit en France ou dans tous les pays de l'OCDE, il y a des programmes nationaux d'alimentation scolaire, de nourrir les enfants le midi à l'école. Et c'est juste au Canada qu'on ne l'a pas. C'est sûr que quand on arrive, puis il y a même un engagement, par exemple, par le gouvernement libéral à Ottawa, de dire ça doit se faire, puis mais c'est sûr qu'on est dans les enjeux de juridiction. Alors, ça rend la vie plus compliquée, mais une fois cela dit, de dire qu'il faut s'en inspirer, c'est clair. Et la bonne nouvelle en même temps, c'est qu'il y a énormément d'initiatives qui émergent du terrain pour faire ça. Puis au Québec, je ne peux pas faire autrement que parler d'un Cantine pour tous qui est en train de s'étendre dans plusieurs régions du Québec, qui est vraiment une approche entrepreneuriale en économie sociale, mais en même temps avec une tarification sociale qui fait en sorte que les parents payent selon leur capacité de payer, mais qui fait en sorte que les écoles, tous les élèves dans une école ont accès à un repas sain, à des prix abordables, etc. Alors, ça se fait par des projets pilotes, c'est en train de s'étendre par la volonté des écoles, des parents, etc. Mais une politique publique pour soutenir ça dans les provinces, mais évidemment, il peut y avoir de l'argent du fédéral, on le prendrait bien. Mais ça, c'est des genres de choses où on est en arrière si on se compare au niveau international. Dans d'autres cas, on est peut-être plus en avant, mais dans celui-là, on traîne la patte. Absolument. Le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas un tel programme. Puis on s'est fait critiquer par UNICEF sur l'état de nutrition de nos enfants. Alors, mais il y a des solutions. Alors, entre autres, pour vos membres, des gens qui ont été dans ces réseaux-là, s'il y a de l'intérêt,
il y a du potentiel. Ah oui, excellent. OK. Bon, on pourrait en reparler. Puis, moi, ce qui m'avait fasciné aussi, c'était ce concept d'insécurité alimentaire-là, puis les déserts alimentaires qui sont vraiment une forme d'injustice sociale, là. On voyait qu'il y a vraiment une réelle une corrélation entre les déserts alimentaires et les lieux qui sont plus défavorisés, par exemple sur l'île de Montréal, là. Ça, est-ce qu'on s'y attaque en ce moment ou c'est encore dans des idées ou des politiques, là? Non, il y a beaucoup d'initiatives, des marchés solidaires. Je vous rappelais Frontenac, au cours des métros, dans Montréal-Nord. Il y a eu cette analyse des déserts alimentaires. L'enjeu, c'est que dans l'industrie alimentaire, et moi, là, je dis souvent, j'ai commencé mon implication en économie sociale dans une coopérative alimentaire quand j'avais 19 ans dans Saint-Louis, etc. Mais autant coopérer, etc., ça a été au bout de la ligne des échecs. Il en reste quelques coopératives alimentaires, plus en milieu, en région que dans les grands centres, parce que c'est une industrie qui a tendance à se déconcentration, etc. Donc, il y a tout un défi de comment on peut développer des solutions qui sont viables. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toute c'est une approche, beaucoup de mutualisation. C'est autant dans l'autonomie alimentaire où ce qu'on mutualise sur un territoire pour se donner des équipements en commun, etc., pour la production et la distribution, autant on le voit. Donc, je dirais qu'il y a des enjeux et c'est une des priorités, notamment de SAM, de Système alimentaire montréalais, qui travaille sur ces questions-là. Mais les solutions vont exiger des innovations dans les formes d'organisation pour assurer une viabilité à long terme. On peut dire ça comme ça. On parlait de l'international tout à l'heure. Le projet d'achat des magasins Carrefour par Couche-Tard a été bloqué par le ministre de l'Économie au nom justement de la souveraineté puis de la sécurité alimentaire. Mais en fait, il s'appuyait aussi sur un récent décret, qui est le décret sur le contrôle des investissements étrangers. Alors, ça lui a permis de faire. Est-ce que ça serait souhaitable pour ici, pour le Québec, le Canada, d'avoir un décret de ce type-là qui bloquerait des transactions d'achat par des grandes multinationales, certains fleurons, comme on dit? Je suis un petit peu mal à l'aise dans la mesure où ça va un petit peu au-delà de notre mandat, mais c'est sûr que des questions de commerce international, là, c'est quelque chose qu'il faut regarder, là. Je sais que même l'UPA a été en contact avec nous, Madame Nimtan et moi, on a pris le temps d'en jaser avec eux. Donc, c'est devenu un terrain très, très volatile qui souvent met en péril surtout les petits joueurs. Carrefour, c'est un gros joueur quand même, là. Il se débrouille assez bien. Mais donc, c'est ça il faut regarder toutes les règles de commerce international. Je sais pas si Nancy aimerait rajouter moi, je dirais, effectivement, on n'a pas une position comme ça, mais je pense que Mme Pettigrew, effectivement, c'est des genres de choses qui peuvent protéger. Il faut réfléchir. Mais je dirais, ce qu'il faut aussi faire, puis là, vous allez me voir venir avec ça, c'est que l'autre enjeu, c'est que quand c'est une coopérative ou une organisation collective qui appartient à ses membres, à ses producteurs, etc., il n'est pas à vendre. Alors, la question ne se pose même pas. En tout cas, il y a eu un dérapage, je dois reconnaître, avec Mountain Equipment Corp. Mais en général, la Coop fédérée n'est pas à vendre, personne ne va l'acheter. Et c'est vrai quand c'est de propriété collective. Alors, d'un côté, il y a, oui, la question des contrôles, mais à l'ultime, la souveraineté alimentaire réelle va se passer quand les Québécois, collectivement, vont contrôler les moyens de production et de distribution du système alimentaire. Et ça, c'est là où la réponse de l'entreprise collective, de l'économie sociale devient, ou des mutuelles, des coops, des OBN, devient une forme juridique qui peut nous protéger et de préserver une souveraineté alimentaire. Oui, il y a deux aspects que je trouve intéressants puis qu'on ne pense pas souvent du premier réflexe quand on parle de souveraineté alimentaire. Il y a l'aspect santé puis l'aspect environnement. Puis ça touche beaucoup nos membres. Donc, l'aspect santé, parce que justement, quand on sait où ça a été produit, l'aliment qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, généralement, on a des normes qui sont assez élevées au Québec de production, qui ne le sont peut-être pas dans le reste du monde, dans ce qu'on importe. Puis pour ce qui est de l'environnement, les circuits courts, vous l'avez dit tantôt, achat local, moins de transport. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Oui, pour commencer avec la santé, c'est une crise, hein. Au niveau mondial, c'est une crise, des questions de santé par rapport à la malbouffe, comme on dit.
Au Canada, il y a une étude qui a été faite par la Fondation de la maladie du cœur, par Jean-Claude Moubarak d'ailleurs, Montréalais. En tout cas, ça nous coûte 26 milliards par année au Canada. Tous les dégâts à cause des problèmes de santé reliés à une alimentation malsaine. Il y a eu des études au Québec aussi, y compris chez des enfants. Le sucre, par exemple, les sucres libres. C'est vraiment un désastre total. Donc, il faut faire quelque chose. On a un système de santé publique. On n'a plus les moyens de continuer comme ça. Ça nous tue littéralement. Et la question de l'environnement, vous avez complètement raison. C'est pas juste la question du transport. Il y a aussi toutes les engrais et les pesticides et d'autres facteurs qui sont en train d'empoisonner nos sols et l'eau et le restant. Donc, avec le changement climatique, avec la crise environnementale, encore une fois, c'est quelque chose qui peut pas continuer. Et il y a eu plein d'études au niveau international où on peut pas nier aux données que le secteur agroalimentaire a besoin de changer rapidement, surtout si on veut atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Donc, tout ce qui est initiative, en fait, ça a été annoncé au fédéral aussi, le 15 janvier, qu'il faut soutenir une transition dans le secteur agroalimentaire au Canada pour changer les moyens de production et de distribution. Pour conclure l'entrevue, qu'est-ce que vous souhaitez au réseau après la pandémie, là? On veut que la pandémie ait du positif finalement, que ça apporte certains changements là, à court terme. Qu'est-ce que vous souhaitez? Je vais laisser Mme Nimtan, elle dit il ne faudrait pas gaspiller une bonne crise. C'est Churchill qui a dit ça, je crois. Il ne faut pas gaspiller une bonne crise. Puis effectivement, on a vraiment un contexte où et je pense que ça touche un peu votre dernière question, autant les gens qui ont une préoccupation pour l'environnement, autant des gens qui ont une préoccupation pour la lutte contre la pauvreté puis de réduire les inégalités, autant les gens qui sont préoccupés par l'alimentation ou le développement, simplement le développement territorial de leur communauté. Tout le monde converge pour dire qu'un des éléments clés de ça, c'est la transformation de nos systèmes alimentaires. Si on est capable de, c'est les affaires de base, se loger, se nourrir, etc. Et donc, je trouve qu'il y a une convergence présentement. Et mon espoir, c'est que cette prise de conscience et cette volonté et cette mobilisation, parce que ça se traduit par des choses très, très concrètes qui se font sur le terrain, qu'on va arriver à maintenir cet essor, si vous voulez, pour on parle beaucoup de nouveau normal, va être vraiment un normal de transition et de transformation dont Gisèle vient de souligner l'importance. Je suis d'accord, puis qu'on se donne vraiment des projets concrets d'ici 2030 pour changer la chose. Les gens souffrent déjà, puis vont continuer à souffrir. Puis on sait que des femmes, des peuples racisés, des peuples autochtones sont particulièrement affectés. Et donc, moi, je suis privilégiée. Bon, mais donc, il faut vraiment trancher rapidement pour changer la structure des choses puis avancer. Et il y a juste un petit message à vos membres pour finir, c'est que ce qui est intéressant avec l'alimentation, c'est que tout le monde mange. Alors, tout le monde a un intérêt à ce que ça change. Et il y a des possibilités d'implication dans toute la chaîne de la production jusqu'à la consommation et la distribution, etc. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent à ça, il y a moyen certainement de pouvoir contribuer. Oui, et c'est pour nos enfants. Vous êtes des enseignants à la retraite, hein, la plupart. Donc, c'est pour nos enfants qu'on fait ça aussi. Hein. Ça, on avait eu 2 secondes. Je vous aurais lancé sur l'impact sur la solidarité internationale, mais je sais qu'on n'a pas le temps. Ça va une autre discussion. Voilà. On va vous réinviter, c'est sûr. Il y a le sommet sur l'alimentation qui s'en vient au mois de juin. C'est une occasion internationale des Nations Unies, oui. Ah, on vous réinvitera à ce moment-là, effectivement, pour un suivi plus international. Merci beaucoup de votre collaboration. C'est vraiment très apprécié, Mme Nimtan et Mme Yasmine. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Bye-bye. Bye. L'heure juste vous est présentée par l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de l'heure juste, l'émission de la REC sur les ondes de CKIA FM. Et on a avec nous un habitué de l'émission, Laurier Caron. Bonjour, ça va bien? Bonjour Samuel, bonjour Louise. Bonjour Laurier.
Hey, on va parler de quelque chose de super positif aujourd'hui. Il y a eu des changements dans le monde, plus précisément au sud de nous. Une nouvelle présidence, donc Joe Biden, qui a remporté l'élection. On voulait voir avec toi, Laurie, qu'est-ce que ça signifiait là, concrètement ou théoriquement pour le dossier de l'environnement? Ben, écoutez, déjà pendant le débat qu'il y a eu avec le président Trump, le dernier débat qu'il y a eu, M. Biden s'était engagé à ne plus financer l'industrie pétrolière dans les prochaines années, ce qui avait fait réagir le président Trump. Puis là, on se disait qu'il y a peut-être des chances que ça change. Hein. Immédiatement après son assermentation, le président Biden a signé 17 décrets, dont plusieurs concernent l'environnement et les changements climatiques. Le plus important, peut-être, c'est celui où il signifie son intention aux Nations unies de rejoindre l'accord de Paris sur le climat qu'avait décidé de quitter le président Trump. Avais-tu vu la réaction de Ted Cruz, le sénateur républicain, à cet effet-là? Ça m'a fait un peu rire. Parce qu'il disait, il l'a fait sur Twitter en disant que Joe Biden s'intéresse plus aux citoyens de Paris qu'aux citoyens des États-Unis en voulant rejoindre les accords de Paris. C'est à quoi Alexandra Cortez a répondu est-ce que tu penses que la Convention de Genève ne concerne que les citoyens de Genève, Ted Cruz? Donc, c'est de voir toute la ouais. C'est peut-être parce qu'il ne connaissait pas c'est quoi l'accord de Paris, parce que c'est un accord vraiment important, l'accord de Paris. Hein. C'est un accord qui a été signé par 195 pays en 2015. Puis, de par cet accord, les pays conviennent d'essayer de contenir le réchauffement climatique d'ici 2100 en dessous de 2 degrés. Même viser autant que possible 1,5 degré. Puis, les pays aussi s'engagent à viser la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que on va continuer à émettre des gaz à effet de serre, c'est certain, en 2050, mais ce serait compensé par des puits et des réservoirs de carbone, comme les forêts. Donc, carboneutre, ce à quoi le Canada et le Québec aussi ont comme objectif. Puis, il y aurait un premier bilan de cela qui se ferait en 2023. Puis déjà, il y a des pays comme la France, les pays scandinaves, la Chine, qui ont augmenté qui ont décidé de rehausser leurs objectifs, même que la France parle d'intégrer dans sa constitution, ce qui n'est pas rien, là, un objectif de lutte au dérèglement climatique comme ils les entendent là-bas. Donc, c'est pas insignifiant cet accord de Paris, c'est vraiment important. Puis Trump avait décidé de quitter, de rompre la signature des États-Unis en 2017, je crois. Puis là, le premier geste qu'a posé Biden, c'est de dire on va réintégrer l'accord de Paris. Donc, avec tout ce que ça peut comporter comme mesure, comme obligation. Donc, c'est pas insignifiant. C'est totalement en rupture avec l'ancienne administration. Je pense qu'un des premiers décrets lors de l'époque de Trump, c'était de réouvrir les mines de charbon. Fait que c'est ça, on est dans une autre lignée complètement. Là. Absolument. Là-dessus, d'ailleurs, Biden s'est engagé à décarboniser la production d'électricité. On sait que l'électricité aux États-Unis est produite en grande partie par le charbon et le gaz naturel. Donc, là, il va falloir trouver d'autres sources de production d'électricité. On pense ici à l'éolien, au solaire, puis à l'hydroélectricité. Peut-être qu'il y aura des achats qui se feront au Québec là-dessus. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, les démocrates lui reprochent d'avoir des positions, certains démocrates lui reprochent d'avoir des positions plus que modérées sur les gaz de schiste. Oui, ben en fait, il y a un débat à venir là-dessus, sur la question des gaz de schiste, parce qu'on sait que une grande partie du pétrole américain est produit par les gaz de schiste. Donc, là-dessus, on va voir ce que ça va donner, mais au moins, le président Biden s'est engagé à ne plus financer l'industrie du gaz de schiste. Donc, ça, c'est positif. Puis, il a pris aussi l'engagement de déposer dans les prochaines semaines un plan vert de 2 000 milliards de dollars en appui à la transition énergétique et à l'économie verte. 2 000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Donc, en US?
Oui, oui, c'est US absolument. Donc, ça reste à venir. Puis, l'autre mesure intéressante que- qu'il a pris le 17 janvier, c'est de reviser les 104 règlements et mesures qui ont été adoptés sous l'ère de Trump qui sont nocifs à la santé et à l'environnement. 104 règlements, c'est beaucoup, là. Donc, il va y avoir tout un travail de révision qui va être fait par l'administration Biden pour s'assurer qu'on n'use pas davantage à l'environnement et à la santé publique. Donc, c'est quand même très significatif. Puis, la dernière chose que je vous mentionnerais, c'est un changement de discours. Pour le président Trump, les changements climatiques, ça n'existait pas, comme la COVID-19, ça n'existe pas. Donc, le président Biden reconnaît qu'il y a des changements climatiques qui vont avoir un effet important dans l'avenir, puis donc il faut agir dès maintenant. Donc ça, c'est très positif. Ce qui est positif aussi, c'est le retour des scientifiques dans l'administration Biden, parce que des climato-sceptiques aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, mais il y en a encore beaucoup. Je pense que la présence des scientifiques va aussi contribuer j'espère, à éduquer un peu sur ces questions-là et puis à donner de la crédibilité aux propositions Biden. Clairement. Sur le climat, comme sur la santé publique, les scientifiques vont avoir plus d'importance qu'ils en ont eu récemment. Oui, c'était pas facile à battre. Puis, dans un autre registre, je crois que tu as participé comme conseiller à un comité récent de la Fondation Émergence, qui est un de nos partenaires à la REC. Peux-tu nous rappeler c'est qui la Fondation Émergence? Oui, la Fondation Émergence, c'est une fondation qui existe depuis plusieurs années et qui a développé un programme en particulier par rapport aux personnes aînées qui s'appelle Pour que vieillir soit gai. C'est un programme qui vise à peut-être remettre en question certains préjugés ou à sensibiliser les gens là, à cette réalité-là d'être lesbienne, gay ou bisexuel ou transgenre tout en étant aîné. On sait que les gens sont parfois gênés d'afficher leur orientation ou leur identité de genre. Donc, c'est la Fondation a développé ce programme pour, entre autres, intervenir au niveau des résidences pour personnes âgées, pour les faire en sorte que ce soit plus facile de vivre cette réalité-là. Donc, il y a de la formation, il y a des guides qui ont été produits, il y a même une certification des résidences que les résidences peuvent signer. Puis, il y a des formations qui sont données. J'ai assisté à une de ces formations-là récemment sur toute cette réalité-là d'être gay ou lesbienne aujourd'hui, tout en étant aîné. Puis, la formation va être donnée dans 2 régions prochainement, en Outaouais, le 27 janvier, je crois, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 23 février. Formation qui va être donnée, bien sûr, en mode virtuel. Donc, il y a de l'information là-dessus sur le site de la Fondation Émergence. Donc, si les gens veulent s'inscrire, c'est gratuit et c'est vraiment très bien fait. Ça permet d'outiller plusieurs intervenants qui travaillent ou qui côtoient des personnes aînées, des communautés LGBTQ, je crois. Parce que la Fondation Émergence avait sorti plusieurs documents récemment, puis c'était assez frappant de voir que les tabous, il y a un double tabou chez les personnes aînées de la communauté LGBTQ. Le fait d'être de la communauté LGBTQ en soi, puis le fait d'être un aîné et d'avoir une sexualité est un autre tabou. Donc souvent, ils sont affectés de ces 2 problématiques-là. Donc ça, c'est intéressant de voir la Fondation rendre ça visible, puis d'outiller les intervenants. Puis quand je dis intervenants, ça peut être propriétaire de résidence, ça peut être le personnel qui donne des services dans les résidences, qui ne sont pas nécessairement outillés à ça. Tu sais, la sexualité chez les aînés, on ne pense pas à ça souvent. Là. Pour la plupart du monde, socialement, ça n'existe plus. Tu sais. C'est plus le cas. Fait que dans beaucoup de cas, des personnes aînées LGBTQ qui devaient aller en résidence pour plein de raisons, qui quittent leur domicile pour aller en résidence, devaient retourner dans le placard, en quelque sorte. Parce que, vous le savez, là, c'est une micro-communauté, une résidence privée. Là. C'est, pour y avoir été dans plusieurs, ça m'avait marqué à quel point ça ressemblait à une école secondaire. Il y a des gangs, il y a des gangs qui sont cool, il y a des gangs qui sont pas cool, il y a il y a de l'intimidation. Donc, généralement, les personnes, souvent, préféraient cacher leur orientation quand ils rentraient dans ces milieux-là, alors qu'on sait que c'est peut-être des générations qui n'ont pas été, quand je pourrais dire,
habitués à l'ouverture vers les communautés LGBTQ, comme peut-être les plus jeunes générations. Puis, avec la situation actuelle, ce qu'il faut constater, c'est que les personnes gays et lesbiennes vivent un double confinement. Il y a le confinement qui est imposé à tout le monde, à tous les aînés en partie. Puis comme gays et lesbiennes, en plus, souvent, ils ne peuvent pas exprimer cette réalité-là. Donc, c'est difficile actuellement. C'est vraiment difficile pour eux actuellement. Et on peur du rejet beaucoup aussi dans les résidences personnelles. Je voyais aussi que l'émergence, ils ont une charte qui peut être affichée dans les établissements aussi, qui énonce les droits là, des LGBTQ. Absolument. Les résidences qui sont accréditées peuvent afficher cette charte-là. Si vous permettez, j'aimerais revenir un petit peu au dossier environnement. Ah oui, bien sûr. Minute, pour parler des impacts des actions de Biden sur le Canada et le Québec. Juste 2 petites minutes. Oui, parce que ça a un impact chez nous. Parce qu'il y a eu l'annulation du permis aussi de construction de Keystone, de l'oléoduc Keystone. Bon, ça a été un des premiers gestes qu'il a posé. Il l'avait annoncé avant parce que en raison que le pétrole produit par les sables bitumineux est très polluant, mais aussi parce que les États-Unis sont pratiquement autosuffisants au niveau du pétrole. Ils produisent 95% de leur pétrole, beaucoup à partir du gaz de schiste, mais ils sont de plus en plus autosuffisants. Ce projet-là, c'est 8 milliards. C'est un projet de 8 milliards que le gouvernement albertain a investi, dans lequel il a investi 1,5 milliard. Puis il s'est engagé aussi à fournir du crédit pour 6 milliards, une facilité de crédit pour 6 milliards. Donc, M. Keynes, là, il est dans de mauvais draps actuellement. Bon. Ça ne doit pas se réjouir. Non, absolument. Même qu'il pense contester au plan juridique. Mais il faut savoir qu'il y a deux autres constructions de l'éolique actuellement. Il y a Trans Mountain vers la Colombie-Britannique qui est financé par le gouvernement canadien au coût de 4,5 milliards, qui a été acheté par le gouvernement canadien. Puis, il y a la ligne aussi d'Enbridge vers les États-Unis, qui est aussi une ligne importante. Puis, il est possible que le projet NRJS soit relancé, même si ce projet est très impopulaire au Québec. Ça, c'est des impacts qu'on pourrait dire négatifs, mais pas nécessairement. Mais il y a aussi des impacts positifs, parce que il y a des entreprises du secteur de l'énergie propre. Tantôt, je parlais de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectricité, qui pourraient profiter du virage américain là, de M. Biden. Puis, ce que ça va avoir comme effet aussi, c'est que comme les États-Unis prennent un virage plus environnemental, je dirais, en tout cas, on l'espère, ça va être un appui au gouvernement canadien et au gouvernement québécois d'aller de l'avant par rapport aux projets, à leurs objectifs au niveau des gaz à effet de serre, puis au niveau des changements climatiques. Donc, on se rappellera là-dessus que le gouvernement canadien s'est engagé à baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030 et être carboneutre en 2050. Puis au niveau du Québec, c'est un peu la même chose. C'est un peu plus élevé même. On parle de réduire de 37,5 % ses émissions de GS pour le Québec en 2030. Mais dans les deux cas, que ce soit au Canada ou au Québec, les gestes tardent à venir. Donc, ça va être peut-être un encouragement à poser davantage de gestes pour atteindre ces objectifs. Ça va être certainement moins difficile à défendre maintenant qu'à côté, ça bouge beaucoup. Là. C'est certain que ça peut donner un élan. Et puis même l'affaire de Keystone, je me demande si ça n'enlève pas un boulet à Trudeau aussi, parce qu'il n'a pas obligé de prendre la décision, ça a été pris de l'autre côté. C'est clairement. Donc, quand du côté des États-Unis, on agit d'une certaine façon, bien, c'est plus facile pour le Canada et le Québec d'agir de la même façon, parce qu'on est dans cet environnement-là, il ne faut jamais l'oublier. Effectivement, notre destin est intimement lié à celui de nos voisins du Sud. Donc, merci Laurier pour cette présentation-là. Donc, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine. À bientôt, Samuel et Louise. Bye bye. Au revoir. Et salut à Tom qui écoute l'émission. C'est toujours l'heure juste quand vous écoutez le podcast disponible au ckiafm.org et sur iTunes. Alors, c'est ce qui met fin aujourd'hui à l'émission. Puis pendant que l'émission continuait, moi, je réfléchissais, c'est quoi le nom du livre dont tu nous parlais, Louise, en début d'émission?
Un gros oubli de ma part. Le livre de Frédéric Gros, GROS, s'appelle Petite bibliothèque, 3 petits points, du marcheur. Puis on le trouve très facilement dans les bibliothèques et en librairie, bien sûr. C'est chez Flammarion. Ah, ben excellent. C'est une bonne Il y a lecture. aussi d'autres petites bibliothèques, bibliothèque du gourmand, du chanteur, de l'amoureux, en tout cas. C'est une série. Génial. Donc, puis on salue aussi Tom, le gendre de Laurier, qui écoutait l'émission aujourd'hui, le gendre australien qui apprend le français avec nous. Donc, j'espère qu'il va tellement aimer l'émission qu'il va continuer à nous suivre. Donc, pour notre part, ben, on se revoit dans 2 semaines. Bye bye. Merci. Bon 2 semaines.